Alors, bonsoir à toutes et à tous, à chacun et chacune d'entre vous. Donc, il est 19 heures, je pense qu'on va pouvoir commencer, même si les gens sont déjà nombreux et je pense qu'ils vont venir également en cours de route pour profiter ce soir depuis la version Zoom de l'Institut français de Madrid, pour profiter de la deuxième étape de l'événement des lectures confinées que nous avons préparé déjà depuis 15 jours avec la compagnie Joie avec les mots et notamment avec Nathalie Pinault et Lola Casamayor. Donc il y a 15 jours, vous étiez peut-être parmi nous pour voir Nathalie Pinault qui nous lisait l'œuvre de Daniel Ernaux, Passion simple. Ce soir, nous recevons avec joie Pedro Casablanc qui va nous lire des extraits des 3 premiers chapitres de Partir de Tahar Benjeloun. Et dans 15 jours, nous aurons également le plaisir d'avoir avec nous Lola Casamayor qui nous lira également des extraits de Tombouctou, 52 jours à dos de chameau de Ahmed Razali. Donc l'Institut français, comme de nombreux centres culturels, voilà, nous avons décidé d'avoir des activités en virtuel, pardon, en format virtuel. Nous avons beaucoup de concerts, nous avons des cartes blanches, des cafés confinés, et donc ce cycle de lecture théâtralisée, lecture dramatisée en français, donc par des artistes de la scène madrilène, de la scène espagnole. Donc, merci à toutes et à tous de répondre vraiment présent ce soir. Ça me fait vraiment plaisir. Et voilà, vous dire que pendant les lectures, vous pourrez également poser des questions à Pedro Casablanc sur le chat. Donc, si vous voyez en bas de votre écran, vous avez chatear. Vous pouvez donc poser vos questions. Et ensuite, il y aura un échange en espagnol ou en français avec l'artiste. Donc, une fois les lectures terminées. Donc, si vous voulez bien, moi, je vais disparaître. Je vais arrêter ma caméra et mon micro et je vais donc laisser la place à Pedro Casablanc. Encore merci, Pedro, de nous faire l'honneur d'être avec nous ce soir. Chapitre 1. Toutia. À Tanger, l'hiver, le café Rafa se transforme en un observatoire des rêves et de leurs conséquences. Les longues pipes de kiff circulent d'une table à l'autre, les verres de thé à la menthe refroidissent, cernés par des abeilles qui finissent par y tomber dans l'indifférence des consommateurs perdus depuis longtemps dans les limbes du hashish et d'une rêverie de pacotille. Au fond d'une des salles, 2 hommes préparent minutieusement la potion et ouvrent les portes du voyage. L'un sélectionne les feuilles et les haches selon une technique rapide et efficace. Ni l'un ni l'autre ne relève la tête. D'autres, assis sur des nattes, le dos au mur, fixent l'horizon comme s'ils l'interrogeaient sur leur destin. Ils regardent la mer, les nuages qui se confondent avec les montagnes. Ils attendent l'apparition des premières lumières de l'Espagne. Ils les suivent sans les voir et parfois les voient alors qu'elles sont voilées par la brume et le mauvais temps. Tout le monde se tait, tout le monde tend l'oreille. Peut-être fera-t-elle une apparition ce soir, leur parlera, leur chantera la chanson du noyé devenu une étoile de mer suspendue au-dessus du détroit. Il a été convenu de ne jamais la nommer. La nommer, c'est la détruire et en outre provoquer une succession de malédictions. Alors ils s'observent et ne disent rien. Chacun entre dans son rêve et serre les poings. Seul le maître du thé, patron du lieu, et ses serveurs sont en dehors du coup, préparant et servant les boissons avec discrétion, allant et venant d'une terrasse à une autre sans déranger le rêve de personne. Les hommes présents là se connaissent, mais ne se parlent pas. Ils viennent pour la plupart du même quartier et ont juste de quoi payer le thé et quelques pipes de kiff. Comme s'ils s'étaient concertés, ils n'ouvrent pas la bouche, surtout pas à cette heure-ci de la journée, en cet instant délicat où tout leur être est tendu vers le lointain, épiant le moindre froissement des vagues ou le bruit d'une vieille barque rentrant au port. Il leur arrive d'entendre en écho un appel au secours. Ils se regardent et ne branchent pas. Les conditions sont réunies pour qu'elle apparaisse, pour qu'elle livre quelques-uns de ses secrets. Ciel clair, ciel presque blanc se reflétant dans une mer limpide devenue source de lumière. Silence au café, silence sur les visages. L'instant précieux est peut-être arrivé. Elle va parler.
Il leur arrive d'y faire allusion surtout quand la mer rejette les cadavres de quelques noyés. Ils disent « Elle s'est encore enrichie et nous doit bien un geste ». Ils l'ont surnommée Toutia, un mot qui ne veut rien dire, mais entre eux, ils savent que c'est l'araignée tantôt dévoreuse de chair humaine, tantôt bienfaitrice parce que transformée en une voix leur apprenant que cette nuit n'est pas la bonne et qu'il faut remettre le voyage à une autre fois. Comme des enfants, ils croient à cette histoire qui les berne et les fait dormir, le dos calé contre le mur au rêche. Dans les grands verres de thé, la menthe verte est devenue noire. Les abeilles se sont toutes noyées dans le fond. Ils ne boivent plus ce thé qui a décanté au point de devenir amer. Avec la cuillère, ils sortent les abeilles une à une, les étalent sur la table et se disent « Pauvres petites bêtes noyées, victimes de leur gourmandise ». Comme dans un rêve absurde et persistant, Hazel voit son corps nu mêlé à d'autres corps nus gonflés par l'eau de mer, le visage déformé par l'attente et le sel, la peau roussie par le soleil, ouverte au niveau des bras, comme si une bagarre avait précédé le naufrage. Il le voit de plus en plus distinctement dans une barque peinte en blanc et en bleu, une barque de pêcheurs s'éloignant avec une lenteur démesurée vers le milieu de la mer. Car Hazel a décidé que la mer qu'il voit face à lui a un centre. Et ce centre est un centre vert, un cimetière où le courant s'empare des cadavres pour les mener au fond, les déposer sur un banc d'algues. Il sait que là, dans ce cercle précis, existe une frontière mobile, une sorte de ligne de séparation entre deux eaux, celle calme et plate de la Méditerranée et celle véhémente et forte de l'Atlantique. Il se bouche le nez, car à force de fixer ces images, il a fini par sentir l'odeur de la mort, une odeur suffocante qui rôde, lui donnant la nausée. Quand il ferme les yeux, la mort se met à danser autour de la table où il a l'habitude de s'installer tous les jours pour regarder le coucher du soleil et compter les premières lumières qui scintillent en face sur les côtes espagnoles. Ses amis le rejoignent et jouent aux cartes sans dire un mot, même si certains sont aussi obsédés que lui par l'idée de partir un jour du pays. Ils savent, pour l'avoir entendu une nuit à travers la voix de Toutia, qu'il ne devrait pas se perdre dans des images propageant la douleur. Il ne dit pas un mot sur son projet, ni sur son rêve. On le sent crispé, malheureux, et on le dit ensorcelé par l'amour d'une femme mariée. On lui attribue des aventures avec des étrangères. On le soupçonne de les fréquenter dans le but qu'elles le sortent du Maroc. Il nie évidemment et préfère en rire. Mais l'idée de prendre le large, d'enfourcher un cheval peint en vert et d'enjamber la mer du Détroit, cette idée de devenir un ombre transparente, visible le jour seulement, une image voguant sur les flots à toute vitesse, ne le quitte plus. Il la garde pour lui, n'en parle pas à sa sœur Kenza, et encore moins à sa mère, qui s'inquiète de le voir perdre du poids et fumer trop. Lui aussi a fini par croire à l'histoire de celle qui doit apparaître et les faire traverser un par un cette distance qui les sépare de la vie, la belle vie ou la mort. 2. Al-Afia. Chaque fois qu'Hazel quitte ce silence où aucune présence ne s'impose, il a froid. Quelle que soit la saison, son corps est secoué par un léger tremblement. Il sent le besoin de s'éloigner de l'ennemi. Il refuse d'y entrer. Il marche dans la ville, ne parle à personne, s'imagine tailleur couturier d'un genre à part, reliant les ruelles étroites aux larges avenues avec un fil blanc, comme dans cette histoire que lui racontait sa mère quand il avait du mal à s'endormir. Il voulait savoir si Tanger était une djellaba d'homme ou un caftan de mariée, mais la ville avait tellement grossi qu'il avait renoncé à son idée. Cette nuit de février 1995, il décida d'abandonner le travail de couture, persuadé que Tanger n'était plus un habit, mais une de ces couvertures de laine synthétique
que les émigrés rapportent de Belgique. La ville était dissimulée sous ce tissu qui maintenait la chaleur sans pour autant chasser l'humidité. Il s'arrêta devant le Whisky à Gogo, un pub rue du Prince-Héritier, tenu par un couple d'Allemands. Il hésita un instant avant de pousser la porte. Il était de ces hommes convaincus que tout ce qui leur arrive est dans l'ordre écrit des choses. Écrit peut-être pas dans le grand livre céleste, mais écrit quelque part. Ce qui doit arriver arrive. Sa liberté était des plus réduites. Malgré ce que sa mère lui disait, il lui arrivait de lutter contre cette fatalité par l'action. Il s'amusait à changer le trajet qu'il avait l'habitude de prendre, juste pour contrarier cette idée reçue. Cette nuit, en s'arrêtant un instant devant la porte du pub, il eut un pressentiment, une sorte de désir fou d'aller au-devant de son destin. Il régnait dans le pub un calme étrange. Des hommes buvaient autour du bar. Une fausse blonde les servait. À la caisse se tenait l'un des deux Allemands. Il ne souriait jamais. Dans la salle sombre, des hommes seuls devant leur bouteille de whisky. Tout était sinistre et glauque. Hazel s'arrêta quand il vit assis au bar un homme trapu buvant une limonade. Il était de dos, un dos large comme un carré, une nuque épaisse. Il le reconnut et se dit « Malapata ». C'était le caïd, le terrible, le puissant, l'homme silencieux et sans cœur. Il était surnommé Al-Afia, le feu. Il était connu pour son activité de passeur, celui qui remplissait des barques de clandestins décidés à brûler l'océan. Il mettait le feu à leurs documents pour ne pas être renvoyés chez eux en cas d'arrestation. Al-Afia ne s'encombrait pas de sentiments. Cet homme des montagnes du Rif avait toujours fait du trafic. Enfant, il accompagnait son oncle la nuit au moment où des barques venaient chercher la marchandise. Il était chargé de faire le guet. Fier d'avoir des jumelles qui maniaient avec dextérité comme un chef d'armée scrutant l'horizon. Son père était mort dans un accident de camion. Il l'avait peu connu. L'oncle l'avait pris sous sa tutelle et avait réussi à en faire un de ses lieutenants de confiance. À la disparition de son protecteur, il lui avait donc succédé tout naturellement. Il était le seul à connaître tous les rouages, les bonnes personnes à voir en cas de difficulté, les contacts en Europe dont il mémorisait les numéros de téléphone, les familles qu'il fallait prendre en charge parce que le père, l'oncle ou le frère étaient en prison. Il n'avait peur de personne et ne s'intéressait qu'à ses affaires. On disait de lui qu'il connaissait tant de secrets qu'il était un véritable coffre-fort, un coffre-fort ambulant. Après avoir bu quelques bières, Hazel s'adressa à lui en criant, prenant les gens à témoin. Regardez ce gros ventre, c'est celui d'un pourri. Regardez sa nuque, elle monte assez bien comme cet homme est méchant. Il achète tout le monde, normal. Ce pays est un vrai marché, ouvert 24 heures sur 24. Tout le monde se vend. Il suffit d'avoir un petit peu de pouvoir. Ça se monnaie et ça coûte pas cher, à peine le prix de quelques bouteilles de whisky. Une soirée avec une pute. Mais pour les gros coups, ça peut aller loin. L'argent passe de main en main. Tu veux que je ferme les yeux, précise-moi le jour et l'heure, tu n'auras pas de problème, mon frère. Tu veux une signature, une petite griffe en bas de cette feuille, pas de problème, passe me voir. Ou si tu préfères pas te déranger, on voit ton chauffeur, celui qui n'a qu'un œil. Il n'y verra que du feu. Ouais, mes amis, c'est ça le Maroc. Il y en a qui triment comme des fous. Ils travaillent parce-qu'ils sont décidés d'être intègres. Ceux-là, ils travaillent dans l'ombre, personne ne les voit, personne n'en parle alors qu'on devrait les décorer parce que le pays fonctionne grâce à leur intégrité. Et puis, il y a les autres. Ils sont légions, ils sont partout, dans tous les ministères, car dans notre pays bien aimé, la corruption, c'est l'air que l'on respire. Oui, nous puons la corruption. Elle est sur nos visages, elle est enfouie dans nos cœurs, dans nos têtes, en tout cas dans vos cœurs. Si vous ne me croyez pas, demandez au ventre pourri, là, le chauve, le coffre-fort blindé, la caisse à secret, celui qui sirote une limonade parce que monsieur est un bon musulman. Il ne boit pas d'alcool, il part souvent à la Mecque, oui, il est hache. Et moi, je suis cosmonaute. Je suis dans les fusées, je m'évade dans l'espace. J'ai plus envie de vivre sur cette terre, dans ce pays, tout est faux.
Tout le monde s'arrange et moi, je refuse de m'arranger. J'ai fait des études de droit dans un État qui ignore le droit tout en faisant semblant de faire respecter les lois. Tu parles, ici il faut respecter les puissants, c'est tout, le reste tu te démerdes. Quant à toi, Mohamed Dougali, tu n'es qu'un voleur, un zamel. Hazel criait de plus en plus fort. Un des flics au bar, dans un état d'ébriété avancé, s'approcha d'Al-Afia et lui glissa dans l'oreille « Laisse-le-moi, il sera poursuivi pour atteinte à la sûreté de l'État. » Al-Afia devait faire taire le petit excité. Ses hommes de main lui obéissaient d'un signe de la tête. Il regarda en direction d'Hazel. Deux hommes s'en emparèrent et le jetèrent dehors en le rouant de coups. L'un d'eux lui dit « Décidément, tu fais tout pour énerver le patron. On dirait que tu cherches à rejoindre ton copain. » Le copain d'Hazel était son cousin germain Nourdin, qu'il considérait comme son frère et qu'il destinait à sa sœur Kenza. Il s'était noyé lors d'une traversée nocturne où les hommes d'Al-Afia avaient surchargé le rafio. 24 noyés en cette nuit d'octobre où la tempête fut une excuse à la non-intervention de la Guardia Civil d'Almeria. Al-Afia avait nié en bloc avoir reçu l'argent, alors qu'Hazel était présent lorsque Nourdin lui avait versé la somme de 20 000 dirhams. Cet homme avait plusieurs morts sur la conscience, mais avait-il seulement une conscience? Ses affaires florissaient dans plusieurs domaines. Il vivait dans une immense maison à Ksar es-Seguir, sur la côte méditerranéenne, où il entassait des sacs en jute pleins à craquer de devises. On disait qu'il était marié à deux femmes, une espagnole et une marocaine. Elles vivaient dans le même espace. Personne ne les avait jamais vues. Et comme le trafic du kiff ne lui suffisait pas, il remplissait dans tous les 15 jours de vieilles embarcations de pauvres bougres qui donnaient tout ce qu'ils avaient pour passer en Espagne. On ne le voyait jamais la nuit du départ. C'était un de ces hommes, garde du corps, casseurs, chauffeurs, qui supervisaient le chargement. Ce n'était jamais le même. Il avait ses rabatteurs, ses indicateurs et aussi ses flics. Il les appelait mes hommes. De temps en temps, les autorités de Rabat envoyaient une patrouille de l'armée pour arrêter des embarcations et leurs passeurs. Les flics de Tanger n'étaient surtout pas mis au courant. Ce fut ainsi qu'Al-Afia eut quelques-uns de ses hommes de main arrêtés et mis en prison. Tant qu'ils étaient à la prison de Tanger, il s'en occupait comme si c'était ses enfants, leur assurait un repas par jour et finançait leur famille. À la prison de Tanger, il avait ses entrées, connaissait le directeur et surtout les gardiens qui l'arrosaient, même quand il n'avait pas de copains détenus entre leurs murs. Il était passé maître dans les méthodes de corruption, avait parfaitement assimilé le tempérament des uns et des autres, leurs faiblesses et leurs besoins, jouait sur tous les tableaux et ne négligeait aucun aspect de la personnalité de chacun. On aurait dit qu'il avait un doctorat en quelques sciences improbables. Al-Afia ne savait lire que les chiffres. Pour le reste, il avait des secrétaires compétentes et très fidèles avec lesquels il parlait rifin et quelques mots d'espagnol. Il passait aux yeux de tous pour un homme généreux, le cœur sur la main, la grande maison, la demeure du bien. À l'un, il offrait un voyage à la Mecque, à un autre un terrain ou une voiture étrangère, volée évidemment, à un autre encore une montre en or en lui disant « c'est un petit bijou pour ta femme ». Il prenait en charge les frais de clinique pour ses hommes et leurs familles, et à tous, il offrait à boire tous les soirs au pub, devenu peu à peu son quartier général. 3. Hazel et Al-Afia. Entre Hazel et Al-Afia, la guerre était déclarée depuis longtemps. Bien avant la mort de Nourdin, Hazel avait décidé de partir une nuit et avait déjà payé le passeur. Mais à la dernière minute, le voyage avait été annulé et Hazel n'avait jamais été remboursé. Il savait qu'à lui seul, il ne pouvait rien contre ce monstre, un homme si craint, si aimé, ou plutôt protégé par ceux qui vivaient de sa générosité. De temps en temps, surtout après avoir bu quelques bières, il se défoulait en l'insultant et en le traitant de tous les noms.
Alafia faisait mine de ne pas l'entendre jusqu'à cette nuit où il l'appela de son vrai nom et le qualifia de Zamel, c'est-à-dire d'homosexuel passif, la honte suprême. Cet homme si puissant, si bon, se mettrait à plat ventre pour se faire sodomiser. C'était trop. Le petit avait dépassé les limites. Il fallait lui donner une bonne leçon. Espèce d'intellectuel, tiens, prends, t'as de la chance. Ici, on n'aime pas les mecs, sinon ça fait longtemps qu'on t'aurait enfilé. Tu craches sur ton pays, tu en dis du mal. T'inquiète pas, la police se chargera de te faire dissoudre dans de l'acide. Hazel avait fait des études de droit. Il avait obtenu une bourse de l'État parce qu'il avait eu son bac avec mention. Ses parents ne pouvaient pas lui payer d'études. Il comptait sur son oncle qui avait un cabinet d'avocats à l'arrache pour l'employer. Après une affaire compliquée où l'oncle perdit sa clientèle, le cabinet fut fermé. En fait, c'était parce qu'il refusait de faire comme tout le monde qu'il perdit la plupart de ses clients, qui lui firent une mauvaise réputation. Ne va pas chez Maître El Wali, il est intègre. Avec lui, pas d'arrangement. Résultat, il perd tous ses procès. Hazel comprit que son avenir était compromis et que son piston, il ne trouverait pas de travail. Ils étaient nombreux dans son cas. Au bout d'un mois où rien n'avait changé, il reprit le car pour Tanger et décida de quitter ce pays. Il imagina même un accident de l'autocar où il perdrait la vie et en finirait ainsi avec une situation sans issue. Il se voyait mort, pleuré par sa mère et sa sœur. Il entendait les copains le regretter. Victime du chômage, victime de l'incurie du système, c'était un garçon brillant, bien éduqué, fin, généreux. Il a fallu qu'il monte dans ce maudit car pneu lisse conduit par un diabétique qui a perdu connaissance dans un virage. Le pauvre Hazel, il n'a pas vécu. Il a tout fait pour s'en sortir. Tu vois, s'il avait réussi à embarquer pour l'Espagne, il serait aujourd'hui un brillant avocat ou un professeur d'université. Hazel se frotta les yeux, il se leva et demanda au conducteur s'il ne souffrait pas de diabète. Que Dieu m'en préserve, j'ai grâce à Dieu une santé de fer et je mets ma vie entre les mains de Dieu. Pourquoi me demandes-tu ça? Juste pour savoir. J'ai lu dans le journal qu'un Marocain sur 7 est diabétique. Mais rassure-toi, il ne faut pas croire ce que publient les journaux. Quitter le pays, c'était une obsession, une sorte de folie qui le travaillait jour et nuit. Comment s'en sortir? Comment en finir avec l'humiliation? Partir, quitter cette terre qui ne veut plus de ses enfants, tourner le dos à un pays si beau et revenir un jour fier et peut-être riche. Partir pour sauver sa peau même en risquant de la perdre. Il y pensait et ne comprenait pas comment on était arrivé là. Cette obsession devint vite une malédiction. Il se sentait persécuté, maudit et voué à survivre, sortant d'un tunnel pour déboucher dans une impasse. Son énergie, sa force physique, son corps bien bâti se dégradaient jour après jour. Certains camarades calmaient leur désespoir en se donnant à la religion et devenaient rapidement des piliers de mosquée. Mais ça ne l'avait jamais tenté. Il aimait trop les filles et la boisson. On l'avait contacté lui proposant même du travail et des voyages. Celui qui lui parlait ne portait pas de barbe. Il évoquait avec lui dans un français châtié l'avenir du Maroc, précisant un Maroc rendu à l'islam, à la probité, à l'intégrité et à la justice. L'homme avait un tic. Il clignait nerveusement des yeux tout en se mordant la lèvre inférieure. Hazel comprimait un rire, faisant semblant de l'écouter. Il l'imagina tout nu, en train de courir dans le désert. Cette image s'imposa à lui. L'homme était ridicule. Hazel ne faisait plus attention à ce qu'il disait. Il n'avait que faire de cette morale, lui, qui trouvait la plupart de ses plaisirs dans les interdits de la religion. Il repoussa fermement l'offre et comprit que son interlocuteur n'était autre qu'un recruteur pour des causes douteuses. Il aurait pu céder et se faire un peu d'argent, mais il fut pris de peur, un pressentiment se rappelant l'histoire d'un voisin enrôlé dans un groupe de militants religieux
qui disparut sans plus jamais donner le moindre signe de vie. C'était l'époque où on partait en Libye, puis en Afghanistan, pour lutter contre l'athéisme des communistes russes. 6 mois plus tard, le recruteur revint à la charge. Il l'invita à dîner juste pour parler. Hazel n'arrivait pas à prendre au sérieux cet homme qui, malgré sa nervosité, réussissait à attirer vers la religion des égarés. Cependant, il était intéressé par sa méthode, par la logique de son discours, et cherchait à savoir qui était derrière ce mouvement. Mais le recruteur n'était pas dupe. Il anticipait les questions et y répondait non sans malice. Il se confia à Hazel comme s'il était l'un de ses vieux amis. J'ai fait des études de lettres. J'ai même soutenu une thèse à la Sorbonne. En rentrant au Maroc, j'ai enseigné la littérature française, puis on m'a nommé inspecteur. J'ai circulé dans le pays. J'ai vu ce que des gens comme toi n'ont pas vu. J'ai entendu le Maroc profond et majoritaire. Personne ne m'a lavé le cerveau. Je ne suis pas un égaré. Non, je sais ce que je fais et ce que je veux. Les partis politiques ont lamentablement échoué. Ils n'ont pas su entendre ce que leur disait le peuple. Ils sont passés à côté. J'en veux particulièrement aux socialistes qui ont cru à l'alternance, qui ont joué le jeu du pouvoir et n'ont rien fait pour que les choses changent. Le roi s'est servi d'eux et ils se sont laissés faire. Il marqua un temps d'arrêt, regarda Hazel dans les yeux, posa sa main sur son épaule, se mordit la lèvre, sans cligner cette fois-ci des yeux, et poursuivit. Personne parmi les dirigeants ne respecte le message de l'islam. Ils l'utilisent, mais ne l'appliquent pas. Notre projet est justement de faire quelque chose de différent. Nous savons ce que la population désire, vivre dans la dignité. Il s'arrêta, se moucha bruyamment, comme s'il voulait masquer ses tics. Là, Hazel le fixa et de nouveau le vit tout nu dans un hangar, poursuivi par un colosse noir. Il courait en appelant au secours. L'homme le rattrapait, lui donnait une paire de gifles, tout en riant aux éclats. La voix du recruteur se fit soudain plus forte et le ramena à Tanger. Il est intolérable qu'un malade qui s'adresse aux hôpitaux de l'État soit abandonné parce que l'hôpital est sans moyens. C'est pour cela que nous intervenons concrètement dans les lieux où l'État est défaillant. Notre solidarité n'est pas sélective. Il faut que ce pays soit sauvé. Trop de compromission, trop de corruption, trop d'injustice et d'inégalité. Je ne prétends pas régler tous les problèmes, mais nous ne restons pas les bras croisés à attendre que le gouvernement se mette au service des citoyens. Je suis nourri par la culture française, la culture du droit et de la loi, la culture de la justice et du respect des autres. J'ai trouvé dans l'islam, dans ses textes sacrés et aussi dans les textes de la culture arabe de l'âge d'or, ce qui rejoint cette lumière. Je voudrais que tu ouvres les yeux et que tu donnes un sens à ta vie. Il répéta plusieurs fois cette phrase, se doutant du peu d'intérêt qu'avait Hazel pour son discours. Je sais, tu es comme beaucoup de tes camarades obsédés par l'idée de partir, de quitter ce pays. C'est une solution de facilité et c'est aussi la plus risquée. L'Europe ne veut pas de nous. L'islam lui fait peur. Le racisme est partout. En émigrant, tu crois avoir résolu ton problème. Mais une fois là-bas, si toutefois tu arrives à bon port, ton pays, sa culture, sa religion te manqueront. Nous sommes contre l'immigration, légale ou clandestine. Car nos problèmes, nous devons leur trouver des solutions ici et maintenant. Nous ne comptons pas sur les autres pour les résoudre à notre place. Encore une fois, je ne prétends pas que la religion replaira tout. Non, la religion est une confiance qu'on acquiert, une confiance en soi. C'est elle qui t'ouvre les portes. L'homme avait maîtrisé ses tics et Hazel l'écoutait un peu plus attentivement. Il ne pouvait pour autant s'empêcher de penser à la vie qu'il pourrait avoir lundi-ci. Et puis l'image de son ami disparu, Mohamed Larbi, s'imposa soudain à lui avec force. Cela ne servirait à rien d'évoquer avec le recruteur le sort de cet homme, probablement enrôlé dans une organisation islamiste. Hazel avait envie de boire un verre de vin, mais le restaurant n'en servait pas aux Marocains.
De toute façon, le recruteur l'aurait mal pris. Hazel voulait le provoquer, lui dire que la religion ne doit pas se mêler de politique, qu'on devrait améliorer les conditions de vie des gens pour les obliger à hanter les mosquées. Et puis, le recruteur lui proposa de donner des cours sur le droit dans une école privée dont il était le directeur. Il fut tenté d'accepter malgré le maigre salaire. Il se ravisa lorsqu'il lui fit comprendre que de temps en temps, il l'enverrait en mission dans des pays où les Marocains n'ont pas besoin de visa. Son désir d'émigrer était plus fort que tout. En se quittant, ils se promirent de rester en contact. Puis le recruteur ajouta : « Si jamais tu réussis à tromper la vigilance des Espagnols, préviens-moi, je te mettrai en relation avec des amis sûrs là-bas. » De nouveau, Hazel le vit nu dans un hammam entre les mains d'un masseur. Merci, merci beaucoup Pedro Casablanca pour, euh, pour cette lecture de ces extraits de Partir de Tahar Ben Jelloun. Merci d'avoir fait l'amitié et l'honneur voilà, d'avoir participé à cette lecture. Je vois, alors maintenant il y a un petit moment d'échange avec le public. Voilà, on attend les questions. Si vous avez des questions à poser à Pedro Casablanca sur la lecture, sur peut-être pourquoi le choix de cette lecture, parce que je peux commencer moi, Pedro. Oui, bien sûr, bien sûr. J'étais sur le temps, j'étais bien sur le temps. Le temps, On je a n'ai pas écouté. regardé. Je t'avoue que je n'ai pas regardé, mais je pense qu'on est, on est pile, pile comme il faut. Très bien. Ça s'est passé très vite pour moi. Bah, pour nous, non, c'est vrai que c'était vraiment un texte moi, que je ne connaissais pas et c'est vrai que ça donne envie de continuer la lecture, volontiers. Ouais. Il faut lire le livre. Ah ouais, Très beau livre. Et donc, si je peux poser moi peut-être la première question pour après faire réagir peut-être le public. Voilà, cet extrait, pourquoi Tahar Ben Jelloun, pourquoi partir plus spécialement? Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu les raisons? Moi, Oui, il avait choisi le livre. bah, En tout c'est cas, plutôt Lola Casamayor qui l'avait choisi également avec. mais en tout cas, ça me vient très près parce que moi, je suis né au Maroc, je connais très Bien bien, sûr, c'est pour ça. je Mhm. connaissais très bien Tahar Ben Jelloun et alors ça me fait vraiment plaisir de lire ces chapitres du livre que j'ai lu tout entier parce que je ne connaissais pas. Mhm. Et bon, ma relation avec le Maroc, à Casablanca, où je suis né, et la connaissance de tout ce problème des citoyens marocains de vouloir quitter le pays pour avoir une meilleure vie en Espagne. Bon, on connaît tous le problème de l'immigration et c'est un sujet dont le livre parle d'une façon très, très, très poétique en plus, non d'une façon, avec humeur aussi. Il a un très grand sentido de l'humour, Monsieur Benjelloun, en traitant un sujet si difficile et si tragique, non? Bien sûr. Quand il parle de la mort avec la forme de cette femme qu'on appelle Toutia, ou cette femme qui leur dit si la mère est préparée à leur recevoir, c'est un moment poétique excellent dans le livre. Alors là, on a une question de Katia Pedreira qui nous dit merci beaucoup, c'était très bien. Qu'est-ce Merci. que c'est le plus facile et le plus difficile d'une lecture par Internet? Parce que vous ne voyez pas les publics, vous ne voyez pas les visages. Qu'est-ce qui est le plus facile et le plus difficile? Bon, c'est la première fois que je fais une chose comme ça. J'ai fait des rencontres sur Internet, des conférences, des tertulias avec des personnes de théâtre. Et non, pour moi, la chose la plus difficile, c'est que c'était en français, c'est pas ma première langue, et c'est pas facile. Alors, bon, j'ai répété le texte, tout ce que j'ai pu, jusqu'à que ma bouche a saigné. Et, mais c'est très commode, je suis chez moi, alors c'est facile et c'est très agréable. C'est très agréable parce que évidemment, tu as le manque, echas de menos le public, non? Ça te manque. Les réactions du public, tu ne sais même pas s'il y a des gens derrière en train de t'écouter
écouter. Bah, je le sais parce que Romain me l'a dit. Oui, il y a des gens derrière, je vous le dis, il y a des gens derrière. Peut-être c'est la première difficulté, non, de ne pas être, de ne pas avoir un feedback avec les gens qui sont derrière en train de t'écouter. C'est pour ça aussi que du coup nous avons les commentaires là de Sylvie qui nous dit magnifique, très bonne interprétation et texte merveilleux. Benjeloun, pardon, c'est génial. Et, elle me Ouais. dit, et ensuite, Anna Isabel Garcia nous dit bonjour, merci pour la lecture, c'était merveilleux. Elle voudrait nous demander si vous vous sentez identifié avec quelques personnages en particulier du roman ou avec quelques thèses du livre. Voilà la question de Anna Isabel Garcia. Bien sûr, je me sens identifié avec pas mal d'extraits du livre parce que je les ai vécus. Moi, j'ai vécu jusqu'à 17 ans à Casablanca. Je connais ce genre de café où les gens prennent du thé pendant des après-midi très longues et on se relaxe d'une façon incroyable. Ce monde, ce parfum poétique, euh, il est bien connu, non? Alors, je m'identifie presque avec tout, non? Avec tout, avec les noms aussi. J'ai entendu beaucoup de ces noms. Nourdine, Hazel, Mohamed Larbi. C'est un peu revenir sur ma jeunesse. Et j'espère avoir des amis de Casablanca qui sont en train de m'écouter maintenant. Justement, on a un grand salut de Casablanca de Yasmine Benis. Ah, ah. Voilà. On nous demande Et, également si vous continuez à visiter le Maroc, à vous rendre régulièrement au Maroc. ben, ça fait longtemps que je n'y vais pas. J'ai ma soeur qui habite là-bas. Et j'aimerais bien, de temps en temps, j'y vais. Mais ça fait longtemps que je n'y vais pas à Casablanca. Nathalie Pinault, notre amie Nathalie Pinault nous dit maravilloso, gracias Pedro. Donc, Merci, gracias Nathalie. ensuite, Marina Bodoque nous dit en espagnol, gracias por la lectura, ha sido fantástica. Mi pregunta es, ¿qué puntos fuertes y dificultades posee el texto para ser llevado al teatro o a la televisión? Bueno, es más complicado de llevar al teatro, yo creo, que a la televisión, porque tiene muchísimas localizaciones diferentes, ocurre en muchos sitios distintos. Azel, os recomiendo que leáis el libro. Sería mejor hacer una película o una serie de televisión. En teatro podría ser, porque es que no es un monólogo tampoco. El teatro tiene mucha dificultad, ¿no?, de llevar a escena esta función, esta novela. Pero sería una muy bonita película, muy bonita, porque todo el recorrido que hace Azel desde Tánger, cómo llega a España, su relación con un personaje que se llama Miguel, muy importante durante el recorrido bueno, de su vida, cómo acaba esa vida, cómo su hermana Kenza quiere seguirlo, quiere también alcanzar esa meta de paraíso añorado o de libertad que realmente no lo es tanto al final cuando se consigue. Yo creo que sería una gran película, sí. Merci. Alors, notre directeur Jean-Paul Lefebvre nous dit superbe, merci, voilà, de la part du directeur qui était présent. Ensuite, autre question de Margarita Todorova qui nous dit muchísimas gracias por la preciosa lectura. De participar en una película basada en el texto de la novela, ¿qué personaje elegiría usted? Bueno, cuando leáis la novela, si leéis la novela, hay un personaje que he citado que se llama Miguel, que yo creo que es un gran personaje, es un personaje muy bonito. No quiero contar más de la novela porque yo creo Non, bien sûr, que pour laisser un petit peu de... il faut lire, il faut laisser le mystère, non? Et il y a le personnage de Miguel qui a une relation très forte avec Astel quand il arrive à Barcelone. Et je crois que ce serait le personnage que j'aimerais bien faire si on fait le film. Non? Ensuite, une autre question, Luis Escarpa. ¿Sería posible que esto fuera el teatro post-COVID? O sea, lo que estamos haciendo ahora. ¿Podríamos recuperar el teatro de esta manera? Donc là, c'est plutôt une question plus spécifique sur le théâtre et sur les arts scéniques. Qu'est-ce que vous Non, en pensez? non.
Je pense que si on va pas pouvoir rentrer dans les théâtres, le théâtre va mourir. El teatro desaparecerá. Si no se puede entrar en un teatro, si la gente no puede entrar en teatro y no puede haber actores sobre un escenario, el teatro ya no tendría sentido, no se podría hacer. Este descubrimiento o este invento, esto que nos ha proporcionado el confinamiento de hacer este tipo de cosas a través de Internet, de las redes sociales, del Zoom, me parece un invento maravilloso, pero es otra cosa, es una especie de televisión más pequeña, ¿no? No sé cómo llamarlo todavía no tengo la manera de definirlo, pero nunca creo que podría ser teatro. Efectivamente, hay mucho teatro en YouTube, hay páginas web donde podemos ver obras de teatro, pero el teatro con mayúsculas, yo creo que se hace en un escenario con actores vivos y con público asistiendo, ¿no? Bueno, hay quien prefiere verlo a lo mejor en su casa, como quien prefiere ver el fútbol en su casa. Y perdón por la comparación que ha sido horrible. Très bien. Alors, d'autres questions? On a beaucoup de commentaires. Hein. Francesca Montemagno qui nous dit merci infiniment à Pedro pour la lecture. C'est si beau de pouvoir avoir ce genre d'événement malgré le Covid et grâce à l'Internet qui annule la distance entre les pays. Donc, c'est vrai que c'est aussi une possibilité. C'est vrai que Oui, Internet permet de. Voilà, on peut avoir des gens de toute l'Espagne ou même du monde entier qui ont pu peut-être découvrir cet événement. Donc, c'est plutôt aussi une bonne chose. Oui, absolument. Très bien. Voilà, c'est un placer oírte lectura. Joli, Patrick Ferreira, un ami de Casablanca qui l'a. Ah, très bien. Merci beaucoup. Je me réjouis de vous écouter jouer en français. Donc voilà, que des bons plaisir. mots. Voilà, mais écoutez, je pense que s'il n'y a pas plus de questions, j'espère avec plaisir qu'on pourra vous voir ici à l'Institut une fois qu'on reprendra vraiment les activités en présentiel, in situ. Ce serait vraiment très intéressant. Et puis nous, c'est vrai qu'on reprend là, à l'Institut français, on reprend ce vendredi le ciné de verano enfin, doit être dans le patio du coup de l'Institut. Donc c'est vrai qu'on commence petit à petit dans cette nouvelle normalité à sortir un peu de ces activités en Zoom, même si je pense que la forme hybride est aussi intéressante. Je pense que c'est une double programmation. Je ne sais pas ce que pensez Pedro, mais est-ce qu'un centre culturel pourrait avoir peut-être maintenant, à partir de maintenant, une double programmation, une programmation plutôt en hybride, une programmation en virtuel, une programmation en présentiel? Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui pourrait perdurer un peu dans le futur ou dans un futur proche? Oui, bien sûr, pourquoi pas. Pourquoi pas, je pense que bon, ça ouvre, abre un espectro enorme para todo tipo de públicos y sobre todo para, como decías antes, para el público del mundo entero. O sea que me parece que, bueno, que haya una presencia, bueno, una actuación presencial y a través de estas redes o de estos sistemas puede llegar a una infinidad de público, claro, claro. Esto está empezando y es una cuestión de irlo manejando, ¿no? Sí, totalmente. Es como son nuevos eventos, ¿no? Que estamos creando y puede ser que continuemos así. Bueno, merci encore, Pedro, d'avoir accepté notre Merci à invitation. toi. Merci à Lola Casamayor et merci à À Lola Nathalie Pinault, Casamayor et à Nathalie Pinault, bien entendu. Et bien justement, sûr. la transition est toute faite parce que dans 15 jours, c'est Lola Casamayor que nous recevons à votre place pour des extraits de Tombouctou, 52 jours à dos de chameau, d'Ahmed Razali. Donc Lola qui nous écoute certainement. Donc dans 15 jours, c'est de mémoire, c'est le 29 juin, c'est ça, lundi 29 juin à 19h, donc à la même heure, toujours sur la plateforme Zoom. Donc n'hésitez pas, voilà, prenez date déjà. Mettez-le dans votre agenda à 19h, le lac à Samayor, également en direct depuis la plateforme Zoom. Encore merci beaucoup, merci à tout le monde, à tout le public, à tous les spectateurs et à très bientôt, et j'espère en présentiel sur scène et en live. Voilà, merci beaucoup à tous, au revoir. Merci à tous, au revoir, à la prochaine, adios, hasta pronto. On se voit au théâtre. Avec plaisir, avec plaisir.